La pluie tombait sans relâche sur le cimetière, les gouttes glissant sur la surface polie du cercueil d'Ethan Monroe. Rachel Monroe se tenait immobile, l'ourlet de sa robe noire trempée, la petite main de sa fille Ava serrant la sienne très fort. Aucune ne parla tandis que le cercueil était descendu en terre. 3 jours plus tôt, Ethan était vivant. Maintenant, il ne restait que des souvenirs et un trou dans la terre qui ne pourrait jamais être comblé. Rachel et Ava s'engagèrent dans l'allée de leur maison, les essuie-glaces luttant toujours contre la pluie incessante. La maison avait exactement l'air qu'elle lui avait laissé ce matin-là. La lumière du porche que Rachel avait oublié d'éteindre. La poubelle de recyclage encore sur le trottoir. Les gants de jardinage d'Ethan sur la rampe du porche, là où il les avait laissés le week-end dernier. « On pourra avoir un chocolat chaud en rentrant ?» demanda Ava, sa voix petite mais pleine d'espoir, cherchant du réconfort dans le familier. « Bien sûr, ma chérie », répondit Rachel en attrapant son sac à main. Avec un supplément de chamallow. Elles se dépêchèrent sous la pluie jusqu'à la porte d'entrée. Rachel, cherchant maladroitement sa clé, ses doigts encore engourdis par le froid du cimetière. Elle inséra la clé dans la serrure et tourna. Rien ne se passa. Fronçant les sourcils, Rachel essaya de nouveau, gigotant légèrement la clé comme elle devait parfois le faire quand la vieille serrure se montrait capricieuse. Toujours rien. Quelque chose ne va pas, demanda Ava, se blottissant plus près de sa mère sous l'abri étroit du porche. Je crois que la serrure est coincée, dit Rachel, essayant de garder une voix stable. Elle avait déjà tant supporté aujourd'hui. Une serrure bloquée semblait une blague cruelle de l'univers. Rachel jeta un coup d'œil à la fenêtre à côté de la porte, espérant voir si le loquet de la porte de derrière était toujours ouvert, comme c'était parfois le cas quand Ethan oubliait de la fermer correctement. Ce qu'elle vit à la place lui glaça le sang. Les rideaux de lin blanc qu'elle avait ourlés à la main au printemps dernier avaient disparu. À leur place pendaient des rideaux à fleurs qu'elle n'avait jamais vus auparavant. De lourdes choses chargées avec des bords à pampilles qui semblaient appartenir à une autre décennie. « Maman !» La voix d'Ava vacilla alors qu'elle suivait le regard de sa mère. « Ce ne sont pas nos rideaux. » Rachel sentit une montée d'adrénaline remplacer sa fatigue. Elle pressa son visage plus près de la vitre, scrutant son propre salon. Ce qu'elle vit n'avait aucun sens. Il y avait des cartons empilés là où leur canapé aurait dû se trouver. Et assise dans le fauteuil de lecture de Rachel, sirotant nonchalamment une tasse de thé, se trouvait Diana Monroe, la mère d'Ethan. À côté d'elle, arrangeant des coussins sur la causeuse, se trouvait Jocelyne, la sœur cadette d'Ethan. Les 2 femmes portaient encore leurs vêtements de deuil, comme si elles s'étaient précipitées ici directement après la cérémonie, une cérémonie où elles avaient serré Rachel dans leurs bras et offert leurs condoléances. La main de Rachel vola vers la sonnette, appuyant dessus à plusieurs reprises. Quand cela ne produisit aucune réponse, elle commença à frapper, puis à tambouriner sur la porte avec le plat de la main. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Ava, sa voix montant dans la panique. « Pourquoi mamie et tante Jocelyne sont dans notre maison ?» Avant que Rachel ne puisse formuler une réponse, la porte s'entr'ouvrit, la chaîne de sécurité toujours en place. Le visage de Diana apparut dans l'ouverture étroite, son expression neutre, presque ennuyée. « Rachel, dit-elle, sa voix plate. Je pensais que vous seriez à l'hôtel. » La bouche de Rachel s'ouvrit et se ferma, les mots lui manquant momentanément. « Un hôtel ? Diana, c'est ma maison. »« Notre maison, » dit-elle en désignant Ava, qui était partiellement cachée derrière elle. « S'il te plaît, ouvre la porte. Nous sommes trempés. Et Ava a besoin de rentrer. » Les yeux de Diana vacillèrent brièvement vers Ava, puis revinrent sur Rachel. « J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. »« De quoi parles-tu » La voix de Rachel monta. « Laisse-nous entrer tout de suite. »« Non » répondit froidement Diana. C'était la maison d'Ethan, et maintenant qu'il est parti, elle appartient à sa famille. Tu n'en fais plus partie. Rachel eut l'impression d'avoir été giflée. Nous sommes sa famille. Je suis sa femme, et voici sa fille. Tu étais sa femme, corrigea Diana, et sans testament spécifiant le contraire, cette propriété revient à ses plus proches parents légaux. C'est moi. Rachel secoua la tête, incrédule. Ça ne marche pas comme ça, Diana. La maison est à nos 2 noms. Maintenant, ouvre cette porte avant que j'appelle la police. Vas-y,
répondit Diana avec un mince sourire. J'ai l'acte de propriété ici même. L'hypothèque était au nom d'Ethan. Tu n'étais que l'épouse. Maman, murmura Ava en tirant sur la manche de Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Rachel se redressa, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Diana, ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Pas à Ava. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Diana. Peut-être du doute, voire de la honte. Mais cela fut rapidement remplacé par une dure résolution. Tu aurais dû penser à la sécurité d'Ava avant d'épouser mon fils sans contrat de mariage. Nous savons toutes les deux que tu en voulais à son argent depuis le début. Quel argent? S'exclama Rachel. Ethan était comptable dans un petit cabinet. Nous avons vécu d'un salaire à l'autre pendant des années. Et à qui la faute? Siffla Diana. Toi et tes goûts de luxe. Ce diplôme de design sophistiqué qui n'a jamais payé les factures. Derrière Diana, Jocelyne apparut, posant une main sur l'épaule de sa mère. Maman, peut-être devrions-nous laisser entrer Ava. Au moins, elle peut rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'on arrange les choses. Diana hésita, puis secoua la tête. Non. Elle part avec sa mère. C'est mieux pour tout le monde. Rachel sentit la prise d'Ava sur son bras se resserrer douloureusement. Nous partirons, dit Rachel en regardant Diana droit dans les yeux. Mais ça aura été ta plus grosse erreur. Elle se tourna, passant un bras autour des épaules d'Ava et guida sa fille vers la voiture. Une fois à l'intérieur, les portières fermées contre la pluie et les yeux curieux de Diana qui observait depuis la fenêtre, Ava éclata en sanglots. Pourquoi mamie est si méchante? Où allons-nous aller? Toutes mes affaires sont là-dedans. Les photos de papa sont là-dedans. Rachel serra sa fille contre elle, ses propres larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, ma chérie. Mais je te promets que nous récupérerons notre maison. Tout ce qui est à nous, tout ce qui était à papa, nous le récupérerons. Comment? Sanglota Ava. Rachel démarra la voiture, son esprit parcourant les possibilités. Elle pouvait aller à l'hôtel pour ce soir, comme Diana l'avait si cruellement suggéré. Mais avec quel argent? Rachel avait presque tout dépensé pour les arrangements funéraires, s'attendant à régler leurs finances une fois qu'elle aurait un moment pour respirer. Nous irons chez Madame Bennett, décida-t-elle à voix haute, faisant référence à leur voisine âgée qui leur apportait le dîner tous les soirs depuis la mort d'Ethan. Juste pour ce soir et demain, nous trouverons une solution. En sortant de l'allée, Rachel entrevit Jocelyne à la fenêtre. Là où leur portrait de mariage avait autrefois trôné, pendait maintenant ce qui ressemblait à l'une des peintures de paysages criardes de Diana. Tu as dit que c'était la plus grosse erreur de mamie, dit Ava doucement alors qu'elle parcourait la courte distance jusqu'à la maison de Madame Bennett. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rachel serra plus fort le volant. Elle pense tout savoir sur ton père et moi. Elle pense qu'elle peut juste prendre ce qui est à nous parce qu'elle est sa mère. Mais il y a des choses que Diana Monroe ne sait pas. Des choses dont ton père s'est assuré, au cas où. Elle s'interrompit, ne voulant pas accabler Ava de ses soupçons sur la jalousie de longue date de Diana ou des mesures qu'Ethan avait prises des années auparavant lorsque sa mère avait tenté de s'immiscer dans leur mariage. Madame Bennett les accueillit à bras ouverts, son visage buriné se plissant d'inquiétude lorsque Rachel expliqua en termes simples qu'il y avait un malentendu au sujet de la maison et qu'elles avaient besoin d'un endroit pour passer la nuit. Bien sûr, dit Madame Bennett, tirant déjà des couvertures supplémentaires d'un placard pour le canapé convertible. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. J'ai dit à Harold la semaine dernière, que Dieu ait son âme, que Diana Monroe était chez vous drôlement vite après le passage de l'ambulance, apportant des cartons. Elle disait qu'elle aidait à organiser. Ça ne me paraissait pas normal. Rachel sentit un frisson. Elle apportait des cartons chez nous alors qu'Ethan était encore à l'hôpital. Madame Bennett hocha la tête solennellement. La veille de sa mort. Elle disait qu'elle vous aidait à vous organiser pour les jours difficiles à venir. Ses mots, pas les miens. Rachel s'assit lourdement sur le bord du canapé. Diana avait planifié cela avant même la mort d'Ethan. La pensée la rendit physiquement malade. Reposez-vous un peu, dit Madame Bennett en tapotant l'épaule de Rachel. Les choses paraissent toujours différentes à la lumière du matin. Mais le matin n'apporta aucun soulagement,
seulement la dure réalité de leur situation. Rachel se réveilla tôt, le corps raide à cause du canapé inconfortable. Son esprit fut immédiatement inondé par le double chagrin de la perte d'Ethan et de leur maison. Ava dormait encore, blottie contre un coussin, le visage bouffi d'avoir pleuré jusqu'à s'endormir. Rachel se glissa dehors pour passer un coup de fil, ne voulant réveiller ni Ava ni Madame Bennett. Elle appela la seule avocate qu'elle connaissait personnellement, sa camarade de fac, Angela, qui exerçait maintenant en droit immobilier dans la ville voisine. Elles ne peuvent pas simplement changer les serrures et réclamer la maison, l'assura Angela après avoir entendu la situation. Indépendamment de qui est sur l'hypothèque. La propriété conjugale ne fonctionne pas comme ça. Et si vous y viviez en effectuant les paiements, vous avez au minimum des droits de locataire. Mais et si l'hypothèque est vraiment seulement au nom d'Ethan ? Demanda Rachel, se souvenant avec un pincement au cœur que dans les premières années de leur mariage, lorsqu'ils avaient acheté la maison, son crédit avait été mauvais à cause de prêts étudiants. Et nous n'avons pas de testament. Nous n'arrêtions pas de dire qu'il fallait en faire un. Même sans testament, en tant qu'épouse, vous avez des droits de succession qui priment sur les revendications de sa mère dans la plupart des cas, expliqua Angela. Mais Rachel, j'ai besoin de voir les documents, l'acte de propriété, les papiers de l'hypothèque, tout ce qui concerne la propriété. Avez-vous des copies ? Rachel ferma les yeux, réfléchissant. Ils sont dans le bureau d'Ethan, dans le classeur, dans la maison. C'est problématique, conclut Angela. Il faut que je rentre là-dedans, dit Rachel, la résolution se durcissant en elle. Aujourd'hui. Non, vous devez me laisser gérer ça légalement, l'a mis en garde Angela. Entrer par effraction ne ferait que. Je n'entrerai pas par effraction, l'interrompit Rachel. C'est ma maison. Et il pourrait y avoir un autre moyen d'entrer. Après avoir mis fin à l'appel avec la promesse de rencontrer Angela plus tard dans la journée, Rachel retourna à l'intérieur pour trouver Ava réveillée et aidant Madame Bennett à faire des pancakes. La vieille femme avait trouvé un vieux sac à dos et le remplissait de collations et de vêtements de rechange qu'elle avait réussi à dénicher. J'ai appelé mon amie Teresa, au bout de la rue, disait Madame Bennett à Ava. Sa petite fille fait à peu près ta taille et elle apporte des affaires à te prêter jusqu'à ce qu'on puisse récupérer tes vêtements. Rachel sentit une vague de gratitude pour la gentillesse de la femme. Madame Bennett, je ne sais comment vous remercier. Quelle bêtise, répondit la vieille femme. Ethan était comme un fils pour moi après la mort d'Harold, toujours à déneiger mon entrée, à réparer des choses dans la maison. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Après le petit déjeuner, Rachel expliqua à Ava qu'elle devait retourner à la maison pour récupérer des papiers importants. Je peux venir ? Demanda immédiatement Ava. Je veux récupérer des affaires de papa et Chamallow. Elle faisait référence au chat en peluche qu'Ethan lui avait offert quand elle avait 5 ans, un compagnon constant qui avait été laissé derrière dans la sortie précipitée de la veille. Rachel secoua la tête. Pas cette fois, ma chérie. Je ne veux pas que tu aies à avoir mamie comme ça. Je récupérerai Chamallow pour toi. Je te le promets. À contre-cœur, Ava accepta de rester avec Madame Bennett, et Rachel partit à pied, faisant le grand tour du pâté de maison pour approcher leur maison par la ruelle arrière. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert, reflétant l'humeur de Rachel alors qu'elle se frayait un chemin avec précaution dans l'étroite ruelle derrière leur rangée de maisons. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire pourrait techniquement être considéré comme une effraction si Diana avait déjà changé les serrures, comme cela semblait probable, mais elle s'en fichait. C'était sa maison, et quelque part à l'intérieur se trouvaient les documents qui le prouveraient. Rachel atteignit l'arrière de leur propriété et se glissa par le portail dans le jardin. Tout paraissait surréellement normal. Le projet de nichoir à oiseaux à moitié terminé d'Ethan sur la table du patio. Le vélo d'Ava appuyé contre la clôture. Le jardin d'herbes aromatiques que Rachel avait planté au printemps dernier, d'où sortaient maintenant les premières pousses de romarin et de thym. Elle s'approcha prudemment de la porte arrière, sachant que l'entrée latérale de la buanderie avait un loquet cassé qu'Ethan avait l'intention de réparer. Il avait placé une cheville en bois dans le rail pour la sécuriser, mais si Diana et Jocelyne ne connaissaient pas cette particularité de la maison. Rachel fit glisser la porte vitrée le long de son rail, et bien sûr, il n'y eut aucune résistance. Soit elle n'avait pas encore découvert le loquet cassé, soit elle n'avait pas pris la peine de le sécuriser.
Elle entra dans la petite buanderie attenante à la cuisine et fut immédiatement submergée par une vague d'émotions. La maison sentait différemment. Un désodorisant floral que Diana avait dû vaporiser généreusement dans toutes les pièces, tentant d'effacer l'odeur de la famille qui y avait vécu pendant 14 ans. Se déplaçant silencieusement, Rachel traversa la cuisine. Elle entendait des voix venant du salon, Diana au téléphone, son ton professionnel alors qu'elle discutait de débarrasser les vieux meubles et de moderniser ce décor lugubre. Rachel se glissa dans le couloir vers le bureau d'Ethan, reconnaissante que Diana et Jocelyne soient distraites. La porte était fermée mais non verrouillée, et elle l'ouvrit doucement, s'attendant à moitié à trouver la pièce déjà saccagée. À sa surprise, le bureau d'Ethan semblait intact. Son bureau était toujours encombré des papiers sur lesquels il travaillait avant sa crise cardiaque. Des formulaires fiscaux pour un client, un puzzle de sudoku à moitié terminé, une tasse de café maintenant moisie. C'était comme si cette pièce avait été conservée dans l'ambre, un instantané du dernier jour normal d'Ethan. Rachel se dirigea rapidement vers le classeur, ouvrant le tiroir marqué « Maison ». À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés de l'écriture précise d'Ethan, hypothèque, assurance, réparation, garantie. Elle attrapa d'abord le dossier de l'hypothèque, l'ouvrant pour parcourir les documents à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Là, sur le relevé d'hypothèque le plus récent, figurait son nom à côté de celui d'Ethan, non pas seulement comme son épouse, mais comme l'emprunteur principal. Le refinancement qu'elle avait fait il y a 2 ans, lorsque la petite entreprise de comptabilité d'Ethan avait failli faire faillite, celui qu'elle avait géré elle-même pour lui épargner le stress pendant son alerte de santé. Diana avait tort. La maison n'était pas uniquement au nom d'Ethan. Elle était principalement au nom de Rachel. Elle continua de chercher, rassemblant des documents d'assurance et des relevés d'impôts fonciers qui la désignaient tous comme propriétaire principal ou copropriétaire. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer le tiroir, un dossier noir attira son attention, un qu'elle ne reconnaissait pas. Il était simplement étiqueté « Accord post-nuptial, ne pas jeter » de la main d'Ethan. Rachel le sortit, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait un document qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un accord post-nuptial signé et notarié il y a 3 ans, spécifiant qu'en cas de décès d'Ethan, tous les biens détenus conjointement, y compris la maison, seraient transférés exclusivement à Rachel Monroe. Attachée, une note manuscrite d'Ethan. « Rachel, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que maman a probablement tenté quelque chose. Elle ne m'a jamais pardonné de t'avoir choisi plutôt que l'entreprise familiale, d'avoir choisi l'amour plutôt que l'obligation. Cet accord post-nuptial devrait te protéger, toi et Ava, de toute revendication qu'elle pourrait faire. Montre-le immédiatement à un avocat si elle essaie quoi que ce soit. Protégez Ava. Protège-toi. Je vous aime plus que tout. Ethan. » Rachel pressa la note contre sa poitrine, les larmes coulant maintenant librement. Même d'outre-tombe, Ethan les protégeait. Il avait su de quoi sa mère était capable et s'était préparé au pire. Elle était tellement absorbée par sa découverte qu'elle n'entendit pas les pas dans le couloir avant qu'il ne soit trop tard. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et Jocelyne se tenait là, un panier de linge à la main, son expression passant de la surprise à l'alarme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Comment es-tu entrée ?» Rachel fourra rapidement les documents dans son sac, se levant pour faire face à sa belle-sœur. « C'est ma maison, Jocelyne. Je n'ai pas besoin de permission pour être ici. »« Maman !» appela Jocelyne en reculant dans le couloir. « Elle est dans le bureau d'Ethan. » Rachel entendit les pas rapides de Diana s'approcher et sut qu'elle n'avait que quelques secondes. Elle parcourut la pièce des yeux à la recherche de toute autre chose dont elle pourrait avoir besoin, son regard se posant sur une photo encadrée de 3, Rachel, Ethan et Ava, prise l'été dernier au lac. Elle l'attrapa, ainsi que le portefeuille en cuir usé d'Ethan dans le tiroir du bureau, et se tourna pour faire face à sa belle-mère. Diana apparut dans l'embrasure de la porte, le visage tordu de colère. « Tu es entrée par effraction ? Je pourrais te faire arrêter pour être entrée dans ma propre maison. »« La maison qui est à mon nom, pas à celui d'Ethan, » répondit calmement Rachel en brandissant le relevé d'hypothèque. « Je suis juste venue chercher des documents, Diana. Des documents qui intéresseront beaucoup mon avocate. » Le visage de Diana pâlit légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Ce que tu as trouvé n'aura aucune importance.
Ethan aurait voulu que sa mère et sa sœur aient sa maison, pas la femme qui l'a éloigné de sa famille. C'est ce que tu penses qu'il s'est passé? Demanda Rachel, une véritable curiosité dans la voix. Après toutes ces années, tu crois toujours que j'ai forcé Ethan à m'aimer, à construire une vie avec moi, à avoir un enfant avec moi? Il a choisi cette vie, Diana. Il nous a choisis, et il savait exactement ce que tu pourrais essayer de faire quand il ne serait plus là. Elle brandit le dossier de l'accord post-nuptial, observant la reconnaissance puis l'alarme traverser le visage de Diana. Ce n'est pas vrai, dit rapidement Diana. Il n'aurait jamais. C'est notarié, attesté par des témoins et complètement légal, l'interrompit Rachel. Et il me désigne spécifiquement comme l'unique héritière de cette propriété et de tous les autres biens communs. Maintenant, je vais partir tranquillement, mais je reviendrai avec mon avocate et peut-être la police. Elle se dirigea vers la porte, s'attendant à moitié à ce que Diana lui bloque physiquement le passage. Au lieu de cela, la femme plus âgée s'écarta, son expression maintenant calculatrice. « Tu crois que c'est fini ?» demanda Diana doucement. « Tu crois qu'un bout de papier va te protéger ?» Ethan n'avait pas toute sa tête quand il a signé ça. N'importe qui pouvait voir qu'il était manipulé. Rachel s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Absolument, Diana, présente cet argument au tribunal. Je suis sûre qu'un juge sera très intéressé par la façon dont tu es entrée par effraction chez moi et a changé les serrures pendant que j'étais aux funérailles de mon mari avec ma fille de 12 ans. » Alors que Rachel descendait le couloir vers la sortie de la buanderie, Jocelyne l'interpella. « Tu as laissé la porte de derrière déverrouillée quand tu t'es précipitée à l'hôpital. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas qu'on s'installe. » Rachel se retourna une dernière fois. « Tu sais quoi, Jocelyne ? Je ne pense pas qu'aucune de vous deux n'ait jamais vraiment connu votre fils et frère. Si c'était le cas, vous sauriez qu'il valorisait la loyauté et l'amour par-dessus tout, et il aurait honte de ce que vous avez fait. » Sur ce, elle partit, serrant les précieux documents contre sa poitrine, le cœur battant, mais sa résolution renforcée. En retournant chez Madame Bennett, Rachel ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis l'appel concernant l'effondrement d'Ethan, l'espoir. Quand Ava vit sa mère revenir, elle courut vers elle, les yeux cherchant des nouvelles sur le visage de Rachel. « Tu as eu chamá-los. » Rachel secoua la tête, l'air désolé. « Je n'ai pas pu cette fois, ma puce. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus important. » Elle brandit le dossier. « Ton père nous a laissé un moyen de nous défendre. » Ce soir-là, Rachel était assise à la table de la cuisine de Madame Bennett, examinant les documents qu'elle avait récupérés pendant qu'Ava dormait sur le canapé convertible dans le salon. Plus elle examinait les papiers, plus elle comprenait à quel point Ethan s'était préparé à cette éventualité. L'accord post-nuptial était complet, couvrant non seulement la maison, mais aussi leurs comptes bancaires communs, leurs fonds de retraite, et spécifiant même que la police d'assurance vie d'Ethan, une somme modeste qui aiderait Rachel à les maintenir à flot pendant un certain temps, devait lui revenir entièrement, sans aucune réclamation possible de la part de la famille élargie. Mais ce qui frappa le plus Rachel, ce fut la documentation du refinancement d'il y a 2 ans. En regardant sa propre signature sur les papiers de l'hypothèque, les souvenirs de cette période difficile revinrent en force. Tout avait commencé par des douleurs thoraciques. Ethan, à peine 40 ans, travaillait 16 heures par jour pour tenter de maintenir à flot son petit cabinet comptable après avoir perdu son plus gros client. Le stress s'était manifesté physiquement, des douleurs aiguës qu'il avait envoyées aux urgences une nuit, laissant Rachel terrifiée à l'idée de le perdre. Ce n'était pas une crise cardiaque, heureusement, juste une anxiété sévère et de l'épuisement. Mais l'avertissement du médecin avait été clair. Ethan devait réduire son stress immédiatement, sinon la prochaine fois, ce pourrait être bien pire. Rachel se souvenait de la nuit après leur retour de l'hôpital. Ethan s'était assis à cette même table de cuisine, la tête entre les mains, les factures étalées devant lui. « Je t'ai laissé tomber », avait-il dit, la voix brisée. « L'entreprise coule. On risque de perdre la maison. » Rachel s'était assise à côté de lui, lui prenant la main. « On ne va rien perdre. On va trouver une solution, ensemble. » Mais elle avait vu le relevé d'hypothèque. Ils avaient 3 mois de retard, et la banque menaçait de saisie. La petite entreprise d'Ethan était leur principal revenu depuis que Rachel avait mis sa carrière de décoratrice d'intérieur en pause à la naissance d'Ava. Ils avaient des économies, mais pas assez. Cette nuit-là,
Après qu'Ethan se soit enfin endormi d'épuisement, Rachel avait pris une décision. Elle avait encore des contacts dans le monde du design, des collègues qui la contactaient occasionnellement pour des opportunités de freelance qu'elle refusait habituellement. Elle décrocha le téléphone. En une semaine, elle avait décroché 3 projets de design à distance, suffisamment de travail pour rapporter un revenu immédiat. Pendant qu'Ethan se remettait, elle travaillait la nuit après qu'Ava soit couchée, créant des planches de tendance, trouvant des matériaux, consultant des clients par visioconférence. Mais l'hypothèque était le problème immédiat. Rachel appela elle-même la banque, expliquant la situation. À sa surprise, compte tenu de ses revenus de design et de la valeur nette qu'ils avaient dans la maison, elle était éligible pour refinancer l'hypothèque à son seul nom, utilisant ses économies comme acompte pour réduire l'obligation mensuelle. Elle ne l'avait pas dit à Ethan. Il croyait que la banque leur avait accordé un sursis temporaire en raison de difficultés médicales, et Rachel le laissa le croire. Il ne s'agissait pas de s'attribuer le mérite. Il s'agissait de protéger sa santé, sa fierté. Il luttait déjà avec le sentiment d'avoir échoué en tant que soutien de famille. Apprendre que sa femme avait sauvé leur maison aurait pu être un coup de plus à son estime de soi pendant une période déjà fragile. Pendant 2 ans, Rachel avait porté ce secret, payant l'hypothèque avec ses revenus de design, regardant Ethan reconstruire lentement son cabinet comptable, ne laissant jamais entendre que c'était elle qui les avait sauvés de la ruine financière. Et maintenant, ce secret était devenu son arme la plus puissante contre les tentatives de Diana de voler leur maison. « Madame Monroe », dit Madame Bennett en posant une tasse de thé devant Rachel, la tirant de ses souvenirs. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » Rachel Seward Fayablement. D'une certaine manière, oui. Je vois Ethan dans ses papiers, je vois à quel point il tenait à nous, à quel point il voulait nous protéger. Il savait que sa mère pourrait tenter quelque chose comme ça un jour. Diana Monroe n'a jamais pensé qu'une femme était assez bien pour son fils, dit Madame Bennett en s'installant sur la chaise en face de Rachel. Je me souviens quand vous avez emménagé tous les deux. Elle est passée avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une de ces horribles peintures qu'elle collectionne, et a passé tout le temps à pointer du doigt tout ce qui n'allait pas dans la maison. La cuisine est trop petite pour une famille qui s'agrandit, disait-elle. Comme si c'était de votre faute si la maison n'était pas un manoir. Rachel rit doucement, se souvenant. Elle a proposé de payer des rénovations, mais seulement si Ethan revenait travailler pour la société d'investissement familial. Il a refusé. Il a toujours refusé ses tentatives de le contrôler. C'est pourquoi elle vous en voulait, dit sagement Madame Bennett. Avant vous, elle pouvait le manipuler. Après vous, il a eu la force de lui tenir tête. Rachel fixa son thé. En y réfléchissant, je n'ai jamais vu les choses comme ça. J'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait tout simplement pas personnellement. Oh, ce n'était pas personnel, l'assura Madame Bennett. Diana aurait détesté n'importe quelle femme qui lui aurait enlevé son fils. Vous avez juste eu la malchance d'être celle dont il est tombé amoureux. Le lendemain matin, Rachel rencontra Angela à son cabinet d'avocat, Ava à ses côtés puisque Madame Bennett avait un rendez-vous chez le médecin. La fillette s'assit tranquillement dans un coin de la salle de conférence, portant des vêtements empruntés qui étaient légèrement trop grands, serrant un bloc à dessin qu'Angela lui avait donné. C'est toute une situation, dit Angela en examinant les documents que Rachel avait récupérés. Mais honnêtement, Rachel, je pense que nous sommes en bonne position légalement. L'accord post-nuptial est clair et correctement exécuté. L'hypothèque est principalement à votre nom, et leurs actions, changer les serrures pendant que vous étiez aux funérailles, ne plairont pas à un juge. Alors, on peut rentrer à la maison ? Demanda Ava en levant les yeux. L'expression d'Angela s'adoucit. Ce n'est pas aussi simple, ma puce. Nous devons d'abord déposer des papiers. Peut-être avoir une audience. Mais oui, je crois que tu seras bientôt de retour à la maison. Bientôt comment ? Insista Rachel. Nous ne pouvons pas abuser indéfiniment de l'hospitalité de Madame Bennett et un hôtel. C'est. Elle s'interrompit, ne voulant pas admettre devant Ava qu'un hôtel était financièrement hors de portée pour le moment. Je comprends. Dit Angela. Laissez-moi passer quelques appels. Nous pourrions peut-être obtenir une audience d'urgence dès demain. En attendant. Elle hésita, puis attrapa son sac à main. Laissez-moi vous prêter quelque chose pour aider avec les dépenses immédiates.
Rachel commença à protester, mais Angela leva la main. Considérez cela comme un remboursement d'honoraires. Votre cas est si simple. Je n'aurais pas besoin d'autant d'heures que nous en avions initialement discuté. C'était une aimable fiction, et Rachel accepta le chèque avec gratitude, sachant qu'il couvrirait quelques nuits dans un hôtel modeste si nécessaire. Quand elles quittèrent le bureau d'Angela, Rachel emmena Ava déjeuner dans un petit restaurant, une petite folie qui semblait nécessaire après les jours qu'elles avaient passés. Pendant qu'elles attendaient leur repas, Rachel remarqua que sa fille regardait par la fenêtre, exceptionnellement silencieuse. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» demanda doucement Rachel. Ava se tourna vers elle, les yeux sérieux. « Pourquoi mamie nous déteste ?» La question prit Rachel au dépourvu. « Elle ne te déteste pas, Ava. Elle ne pourrait jamais te détester. Tu es la fille d'Ethan. »« Mais elle nous a mis dehors, » insista Ava, « le jour des funérailles de papa. »« C'est méchant. » Rachel choisit ses mots avec soin. « Ta grand-mère est en deuil, tout comme nous. Parfois, le deuil pousse les gens à faire des choses terribles. Et ta grand-mère, elle a toujours eu du mal à partager l'amour de ton père. Quand il m'a épousée, quand nous t'avons eue, chaque fois qu'il a choisi notre famille plutôt que la sienne, ça l'a blessée. Ça n'excuse pas ce qu'elle fait maintenant, mais ça peut t'aider à l'expliquer. » Ava réfléchit à cela. Papa disait toujours que mamie était compliquée. Rachel's Seward Treatment. C'était sa façon polie de le dire. C'est pour ça qu'il a écrit cette note ? Celle que tu as trouvée ? Rachel hocha la tête. Ton père connaissait très bien sa mère. Il voulait s'assurer que nous étions protégés s'il lui arrivait quelque chose. Il savait qu'il allait mourir. La voix d'Ava trembla. Non, l'assura rapidement Rachel. Mais les parents responsables, nous essayons de tout prévoir, même les choses auxquelles nous ne voulons pas penser. C'est tout ce que faisait ton père. Être responsable, prendre soin de nous-mêmes s'il ne pouvait pas être là. Ava hocha la tête, semblant accepter cela. Elle prit une bouchée de son sandwich au fromage fondu, puis demanda « Je peux aider avec les trucs du tribunal ? Je pourrais parler de mamie au juge. » Rachel tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. « Espérons que ça n'en arrivera pas là, mais merci d'être si courageuse. » Plus tard cet après-midi-là, alors qu'elles s'installaient dans leur chambre d'hôtel, une suite modeste qu'Angela les avait aidées à réserver à un tarif réduit, le téléphone de Rachel sonna. C'était Angela, sa voix tendue par une colère contenue. « Diana a déposé une requête auprès du tribunal, » dit-elle sans préambule. Elle conteste l'accord post-nuptial, affirmant qu'Ethan n'était pas sain d'esprit quand il l'a signé en raison de ses problèmes de santé. Elle prétend également que tu l'as manipulé pour refinancer l'hypothèque à ton nom afin de voler ses biens. Rachel s'affaissa sur le bord du lit. C'est absurde. Ethan était parfaitement sain d'esprit lorsque l'accord post-nuptial a été signé. C'était il y a 3 ans, bien avant ses problèmes cardiaques, et le refinancement visait à sauver la maison, pas à la voler. Je le sais et nous le prouverons, l'assura Angela. Mais cela signifie que nous nous dirigeons vers une audience complète, pas seulement une ordonnance d'urgence. Cela pourrait prendre 1 semaine ou 2. 1 semaine ou 2 ? Répéta Rachel, jetant un coup d'œil à Ava, qui explorait la chambre d'hôtel, testant la fermeté des lits. Nous ne pouvons pas vivre à l'hôtel aussi longtemps. Vous devrez peut-être, dit sombrement Angela. À moins que vous n'ayez de la famille chez qui séjourner. Rachel pensa à ses parents, tous 2 décédés, et à sa sœur en Californie avec ses propres difficultés financières. Non, il n'y a personne. Alors nous trouverons une solution pour l'hôtel, promit Angela. En attendant, j'ai besoin que vous rassembliez autant de preuves que possible sur l'état mental d'Ethan il y a 3 ans. Photos, vidéos, tout ce qui montre qu'il était sain d'esprit, et des preuves du comportement de sa mère au fil des ans. A-t-il déjà documenté son ingérence ? Rachel repensa aux innombrables réunions de famille tendues, aux commentaires passifs-agressifs, à la façon dont Diana appelait Ethan à toute heure pour des urgences qui nécessitaient son attention immédiate. Rien de documenté, admit-elle, mais il y a des gens qui en ont été témoins. Amis, voisins, obtenez des déclarations, conseilla Angela. Et Rachel, préparez-vous. Ça pourrait devenir moche. Diana semble déterminée à vous dépeindre comme une croqueuse de diamants qui a profité de son fils.
Après avoir raccroché, Rachel s'assit sur le lit de l'hôtel, soudainement submergée par la tâche qui l'attendait. Ce n'était pas suffisant de faire le deuil de son mari. Maintenant, elle devait défendre son caractère, son mariage, son droit même à la vie qu'elle et Ethan avaient construite ensemble. Ava grimpa sur le lit à côté d'elle, posant sa tête sur l'épaule de Rachel. « Est-ce qu'on va s'en sortir, maman ?» Rachel passa son bras autour de sa fille, la serrant contre elle. « Oui, ma chérie. On va faire plus que s'en sortir. Ton père s'en est assuré. » Cette nuit-là, alors qu'Ava dormait dans la chambre attenante de leur suite, Rachel ouvrit son ordinateur portable et commença le douloureux processus de documentation de leur vie ensemble. Elle créa une chronologie de leur relation, de leur première rencontre lors d'une vente aux enchères caritatives à leur dernier jour ensemble, annotant les événements clés qui démontraient le bon jugement d'Ethan et la force de leur mariage. Elle écrivit sur le refinancement, expliquant en détail pourquoi elle l'avait fait et pourquoi elle ne l'avait pas dit à Ethan. Elle compila une liste de témoins qui pourraient attester du comportement contrôlant de Diana au fil des ans. Des amis qui avaient observé des interactions inconfortables, des collègues d'Ethan qui l'avaient vu répondre à des appels téléphoniques exigeants de sa mère pendant les heures de travail. Vers minuit, elle ouvrit ses emails et trouva un message de Madame Bennett envoyé 1 heure plus tôt. « Rachel, ma chère, je ne sais pas si cela aide, mais le mois dernier, Ethan m'a aidé à mettre à jour mon testament. Il a mentionné qu'il avait fait de même pour lui et vous récemment, disant qu'il était important d'empêcher Diana de se mêler de vos affaires. J'ai trouvé ça étrange à l'époque, mais maintenant je comprends. Il me semblait parfaitement bien. Vif comme l'éclair, comme toujours. Je serais heureuse de le dire à un juge. Reposez-vous bien et faites un câlin à la petite Ava de ma part. » Rachel se renversa en arrière, un petit sourire se formant. Ethan avait parlé à Madame Bennett de la mise à jour de son testament, même s'il ne l'avait pas réellement fait. C'était une autre preuve qu'il avait réfléchi clairement à ces questions, préoccupé par l'ingérence potentielle de sa mère. Elle continua à travailler jusque tard dans la nuit, animée par une détermination qui la surprit elle-même. Il ne s'agissait plus seulement de la maison, bien que cela restât crucial. Il s'agissait d'honorer les souhaits d'Ethan, de protéger son héritage et de montrer à Ava que certaines batailles valaient la peine d'être menées, quelle que soit la puissance de l'adversaire. Au moment où Rachel ferma enfin son ordinateur portable et se glissa au lit à côté de sa fille endormie, elle avait compilé une défense complète contre les accusations de Diana. Alors qu'elle s'endormait, les mots d'Ethan de la note post-nuptiale résonnaient dans son esprit. « Protège Ava. Protège-toi. » Et pour la première fois depuis sa mort, Rachel se sentit à la hauteur de cette tâche. Le palais de justice se dressait, grand et imposant, ses marches de pierre encore humides d'une averse matinale. Rachel se tenait en bas, serrant fermement la main d'Ava, son autre main agrippant un porte-documents contenant toutes les preuves qu'elle et Angela avaient rassemblées la semaine précédente. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» dit doucement Rachel à Ava. « Tu vas t'asseoir avec Madame Bennett dans la galerie. Tu n'as rien à dire à moins qu'Angela ne t'appelle. » Ava hocha la tête solennellement. Elle portait ses plus beaux vêtements, enfin récupérés de la maison lors d'une visite supervisée par le tribunal 2 jours plus tôt. La visite avait été brève et tendue, Diana observant chacun de leurs mouvements alors qu'elle rassemblait les objets essentiels. Rachel avait eu le cœur brisé de voir à quel point la maison avait déjà l'air différente. Les photos de famille retirées des murs, les meubles réarrangés, l'odeur de la maison remplacée par les désodorisants floraux envahissants de Diana. « Les voilà », murmura Madame Bennett, hochant la tête vers le haut des marches où Diana et Jocelyne se tenaient avec un homme en costume chair. Leur avocat, probablement. Rachel se redressa, refusant de se laisser intimider. Angela l'avait prévenue que Diana avait engagé Martin Reynolds, l'un des avocats spécialisés en succession les plus agressifs du comté. Sa spécialité était de contester les testaments et les fiducies, et il avait la réputation d'utiliser des tactiques impitoyables au tribunal. « Ne vous inquiétez pas pour Reynolds, » dit Angela en apparaissant à leur côté. « Il aboie beaucoup dans les couloirs mais s'en tient strictement à la procédure en salle d'audience. La juge Harmon ne tolère pas les simagrées théâtrales. » Elles montèrent les marches. Rachel gardant délibérément son regard droit devant, n'accordant aucune attention à Diana et Jocelyne jusqu'à ce qu'elles soient presque en haut. Puis, inévitablement, elles se retrouvèrent face à face. « Rachel, dit freulement Diana. Je vois que tu as amené Ava.
Était-ce nécessaire? Ce n'est pas l'enfant ou ta petite-fille, Diana, répondit Rachel d'un ton égal. Elle s'appelle Ava, et oui, c'était nécessaire. Cette audience affecte directement sa maison et sa sécurité. Une maison qu'elle pourrait facilement partager avec sa grand-mère, dit Diana, une pointe de manipulation dans le ton. Mon offre tient toujours. Ava est la bienvenue pour vivre avec moi. C'est toi qui rends les choses difficiles. Avant que Rachel ne puisse répondre, Reynolds s'avança, tendant la main à Angela. Maître Kaminski, toujours un plaisir de vous voir au tribunal. Angela lui serra brièvement la main. Martin, je suis surprise de vous voir prendre une affaire avec une issue aussi claire. Reynolds sous refinement. Clair pour vous. Peut-être. Je trouve les affirmations de Madame Monroe tout à fait convaincantes. Le tribunal pourrait être intéressé d'apprendre comment la jeune Madame Monroe a systématiquement isolé Ethan de sa famille, puis a profité de son alerte de santé pour prendre le contrôle de ses biens. Rachel sentit la colère monter en elle, mais Angela posa une main apaisante sur son bras. « Gardez ça pour la juge, Martin, » dit-elle agréablement. « Nous avons notre propre récit convaincant, étayé par des preuves réelles. » Elles entrèrent dans le palais de justice, se séparant dans le couloir devant la salle d'audience. Madame Bennett emmena Ava chercher des places pendant que Rachel et Angela se regroupaient près d'une fenêtre, revoyant leur stratégie une dernière fois. « Rappelez-vous, restez calme quoi que dise Reynolds, » conseilla Angela. Il essaiera de provoquer une réaction émotionnelle pour vous faire paraître instable ou manipulatrice. Ne lui donnez pas ce qu'il veut. « Et Ava ?» demanda Rachel, jetant un coup d'œil vers les portes de la salle d'audience. « Pensez-vous vraiment que vous aurez besoin de l'appeler comme témoin ?» L'expression d'Angela devint sérieuse. « J'espère que non. Mais si Reynolds oriente cela sur votre personnalité plutôt que sur les documents légaux, faire parler Ava de votre relation avec Ethan pourrait devenir nécessaire. Les enfants sont des témoins remarquablement persuasifs, surtout quand ils disent simplement la vérité. » À l'intérieur de la salle d'audience, Rachel fut surprise de voir plusieurs visages familiers. Des voisins, des amis du bureau d'Ethan, même leur médecin de famille. Angela avait été occupée à rassembler des témoins. Semblait-il. Diana et Jocelyn étaient assises à la table des défendeurs avec Reynolds. Diana s'épongeant déjà les yeux avec un mouchoir dans ce que Rachel reconnut comme son chagrin de comédie, le même spectacle qu'elle avait donné lors des réunions de famille chaque fois qu'elle voulait l'attention d'Ethan. La juge Harmon entra. Une femme d'une 60aine d'années à l'air sévère, les cheveux argentés tirés en un chignon serré. Une fois l'audience ouverte, elle examina brièvement l'affaire, puis leva les yeux, son regard direct et sans fioriture. « J'ai examiné les dossiers des deux parties », commença-t-elle. Madame Diana Monroe prétend que l'accord post-nuptial de son fils avec son épouse Rachel devrait être invalidé en raison de son état mental compromis et que le refinancement de la maison familiale a été fait sans son consentement éclairé. Madame Rachel Monroe soutient que les deux actions étaient légales, contraignantes et entreprises avec la pleine connaissance et l'approbation de son mari. Est-ce un résumé exact? Les deux avocats confirmèrent la compréhension de la juge, et les débats commencèrent sérieusement. Reynolds prit la parole en premier, dépeignant Ethan comme un homme dominé par sa femme, contraint de signer des documents légaux alors qu'il souffrait de problèmes de santé liés à l'anxiété et au stress. Ethan Monroe a été hospitalisé pour des douleurs thoraciques quelques semaines seulement avant que sa femme ne refinance mystérieusement leur maison, retirant son nom comme titulaire principal de l'hypothèque, souligna Reynolds. Il était vulnérable, inquiet de subvenir aux besoins de sa famille. Et Madame Rachel Monroe a profité de cette vulnérabilité. Diana décrivit un fils qui avait été changé par son mariage, qui était devenu distant de sa famille aimante. Ethan m'appelait toujours tous les dimanches, toute sa vie, dit Diana, la voix chevrotante. Après son alerte de santé il y a 2 ans, les appels sont devenus moins fréquents. Parfois, Rachel répondait et disait qu'il se reposait ou qu'il était occupé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et l'accord post-nuptial, la pressa Reynolds. Quand en avez-vous eu connaissance? Seulement après sa mort, répondit Diana. Ce fut un choc. Ethan n'aurait jamais intentionnellement fait en sorte que sa mère et sa sœur ne reçoivent rien de sa succession. Pas l'Ethan que j'ai élevé. Il a dû être contraint. Tout au long du témoignage de Diana, Rachel garda une apparence calme,
bien que intérieurement elle fulminât de voir avec quelle habileté sa belle-mère tordait la vérité. Oui, les appels dominicaux d'Ethan étaient devenus moins fréquents parce que Diana les utilisait pour critiquer ses choix et le presser au sujet de l'entreprise familiale, ajoutant à son stress pendant une période déjà difficile. Le contre-interrogatoire d'Angela fut précis et calme. « Madame Monroe, vous avez témoigné que vous étiez très proche de votre fils. Combien de fois avez-vous visité leur maison au cours des 5 dernières années ?» Diana hesita. « Eh bien, j'y étais pour les vacances, bien sûr, et les occasions spéciales. Donc, pas chaque semaine, pas chaque mois. » « Je ne voudrais pas m'imposer, » dit Diana sur la défensive. « Je respectais leur vie privée. » Pourtant, vous vous êtes senti suffisamment à l'aise pour entrer dans leur maison et changer les serrures immédiatement après les funérailles de votre fils. L'expression de Diana se durcit. La maison appartient à la famille Monroe. Je sécurisais simplement un bien familial. Un bien familial, répéta Angela, pensive. Madame Monroe, êtes-vous au courant que l'épouse de votre fils a refinancé l'hypothèque spécifiquement pour sauver la maison lorsque la saisie était imminente ? Qu'elle a utilisé ses propres économies et revenus pour préserver ce bien familial ? Elle aurait dû venir me voir s'ils avaient besoin d'argent, lança Diana, perdant momentanément son sang-froid étudié. Je les aurais aidés. Avec des conditions, sans aucun doute, suggéra Angela. Peut-être la même condition que vous aviez posée à des offres d'aide financière précédentes. Qu'Ethan retourne à l'entreprise familiale ? Le silence de Diana fut une réponse suffisante. Angela continua son démantèlement méthodique des affirmations de Diana, établissant par un interrogatoire minutieux que Diana avait rarement été impliquée dans la vie quotidienne du couple, n'avait jamais été présente pour des rendez-vous médicaux ou des discussions financières, et basait ses affirmations sur l'état mental d'Ethan entièrement sur une intuition maternelle plutôt que sur des faits observables. Quand ce fut au tour de Rachel de témoigner, elle sentit un calme étrange s'installer en elle. Elle avait passé la semaine précédente à anticiper ce moment, à répéter ses réponses avec Angela, à se préparer aux tentatives de Reynolds de la provoquer. Maintenant que le moment était arrivé, elle trouva de la force dans la simple vérité de son histoire. Elle expliqua honnêtement le refinancement, comment les ennuis professionnels d'Ethan avaient menacé leur maison, comment elle avait agi pour la sauver tout en lui épargnant un stress supplémentaire pendant sa convalescence. « Je n'ai pas dit à Ethan parce que je ne voulais pas qu'il se sente comme s'il nous avait laissé tomber, » dit Rachel, la voix assurée. Il se blâmait déjà pour les difficultés financières. Savoir que j'avais dû utiliser mes économies pour sauver notre maison l'aurait dévasté à un moment où sa santé était fragile. Donc vous admettez avoir agi dans son dos, insista Reynolds lors du contre-interrogatoire. J'ai agi pour protéger notre famille, corrigea Rachel. Et quand son entreprise s'est redressée, Ethan a supposé que la banque nous avait accordé un sursis. Je l'ai laissé croire cela parce que le résultat était ce qui importait. Nous avons gardé notre maison et sa santé s'est améliorée. Comme c'est pratique, remarqua Reynolds. Un refinancement secret dont votre mari n'a jamais eu connaissance, qui vous profite maintenant énormément. Il n'y avait rien de pratique à regarder mon mari lutter contre des problèmes de santé provoqués par le stress, répondit Rachel, une pointe d'acier dans la voix. Rien de pratique à travailler sur des projets de design la nuit après avoir passé toute la journée à faire l'école à la maison à notre fille pendant la pandémie. J'ai fait ce que je devais faire pour notre famille. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le mariage. Le témoignage se poursuivit tout au long de la matinée. Le médecin de famille confirma que si Ethan avait souffert de douleurs thoraciques liées à l'anxiété il y a 2 ans, ses fonctions cognitives n'avaient jamais été altérées. En fait, témoigna le médecin, Ethan a spécifiquement discuté de l'accord post-nuptial avec moi lors d'un bilan de santé il y a 3 ans. Il était lucide et tout à fait délibéré dans sa décision. Un collègue du cabinet comptable d'Ethan témoigna de sa nature méticuleuse et de son jugement sûr, même pendant les difficultés de l'entreprise. Ethan était stressé, pas diminué, souligna l'homme. Il y a une différence significative. À la suspension de midi, Rachel se sentait prudemment optimiste. Leurs preuves étaient solides et les affirmations de Diana étaient systématiquement démenties. Pendant la pause, Rachel et Ava mangèrent des sandwichs sur un banc à l'extérieur du palais de justice, essayant de maintenir une normalité au milieu de la bataille juridique surréaliste. « Tu te débrouilles très bien, maman », dit Ava, surprenant Rachel par sa perception.
Mamie a l'air en colère. C'est comme ça qu'on sait qu'on gagne. Rachel sourit, touchée par le soutien de sa fille. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, ma chérie. Il s'agit de s'assurer que la vérité soit entendue. À la reprise de l'audience, Angela appela son dernier témoin, Madame Bennett, qui témoigna de sa conversation avec Ethan concernant la planification successorale. Il a spécifiquement mentionné vouloir protéger sa femme et sa fille de l'ingérence de sa mère, déclara fermement la vieille femme. Ses mots, pas les miens. Il avait toute sa tête. Il m'a aidé à comprendre mon propre testament ce jour-là même. Alors que Madame Bennett se retirait, Angela s'adressa à la juge. Votre honneur, nous avons établi par de multiples témoins qu'Ethan Monroe était sain d'esprit lorsqu'il a exécuté l'accord post-nuptial. Que le refinancement de la maison familiale par Rachel Monroe était une action responsable entreprise pour préserver la résidence principale de la famille, et qu'Ethan Monroe avait exprimé des inquiétudes quant à l'ingérence potentielle de sa mère en cas de décès. Les preuves documentaires étaient tous ces points. La juge Harmon hocha la tête. Monsieur Reynolds, avez-vous des témoins à réfuter? Reynolds s'entretint brièvement avec Diana, puis se leva. Votre honneur, nous aimerions appeler Ava Monroe à la barre. Un murmure parcourut la salle d'audience. Angela objecta immédiatement. Votre honneur, Ava a 12 ans et vient de perdre son père. La soumettre à un interrogatoire ne sert aucun objectif légitime dans cette procédure. Votre honneur, contra Reynolds, l'enfant mineur vivait dans la maison. Elle aurait observé les interactions de ses parents et pourrait fournir des informations précieuses sur la dynamique de leur relation. La juge Harmon parut pensive. Je suis hésitante à impliquer un enfant dans ces procédures à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Quelles informations spécifiques pensez-vous qu'elle possède qui n'ont pas été abordées par d'autres témoins? Reynolds hésita, ne s'attendant manifestement pas à devoir justifier sa demande de manière aussi spécifique. L'enfant pourrait avoir observé des signes de manipulation ou de contrôle de la part de sa mère que les témoins adultes n'auraient pas vus. L'expression de la juge se durcit. Monsieur Reynolds, je trouve cette suggestion inappropriée et potentiellement préjudiciable à l'enfant. À moins que vous ne puissiez articuler une raison spécifique et pertinente d'appeler cette fillette de 12 ans qui a récemment perdu son père, je suis encline à rejeter votre demande. Avant que Reynolds ne puisse répondre, Ava se leva dans la galerie. Je veux parler, dit-elle clairement, sa voix portant dans la salle d'audience soudainement silencieuse. Rachel se tourna, surprise, tout comme tout le monde. Ava s'avança dans l'allée, les épaules droites, son expression déterminée d'une manière qui rappelait douloureusement Ethan à Rachel. « Ava, tu n'es pas obligée de faire ça, » dit doucement Rachel. « Je sais, » répondit Ava. « Mais je veux. » La juge Harmon étudia la fillette pensivement, puis hocha la tête. « Très bien. Mais je surveillerai de près l'interrogatoire, et je me réserve le droit de mettre fin à votre témoignage à tout moment si j'estime qu'il devient préjudiciable à votre bien-être. Compris ? » Ava hocha la tête et se dirigea vers la barre des témoins. Après avoir prêté serment, une version simplifiée du serment, compte tenu de son âge, elle s'assit bien droite, paraissant petite mais résolue. Reynolds s'approcha avec précaution, recalibrant clairement sa stratégie. « Ava, merci de parler avec nous aujourd'hui. Je sais que cela doit être difficile. J'ai juste quelques questions simples sur ta maman et ton papa. C'est d'accord ?» Ava hocha la tête, le regardant avec lassitude. « Tes parents se disputaient souvent. » « Parfois, » répondit honnêtement Ava. « Habituellement pour des petites choses, comme qui avait oublié d'acheter du lait ou à qui c'était le tour de m'aider avec mes devoirs. Papa disait que c'est normal dans un mariage. Ta mère a-t-elle déjà fait pression sur ton père? L'a-t-elle obligé à faire des choses qu'il ne voulait pas faire? » Ava réfléchit à cela. Maman obligeait papa à manger des légumes même s'il détestait les choux de Bruxelles, et elle l'a obligé à aller chez le médecin quand il avait des douleurs à la poitrine, même s'il disait que c'était juste des brûlures d'estomac. Une vague de rire léger parcourut la salle d'audience. Reynolds insista. Et pour les décisions plus importantes? Ta mère a-t-elle déjà fait des demandes concernant l'argent ou la maison? Non, dit simplement Ava. Maman disait toujours qu'on n'avait pas besoin de choses chères. Quand papa voulait m'acheter un vélo sophistiqué pour mon anniversaire, maman a dit que mon ancien était très bien. Papa a gagné cette dispute,
cependant. Elle sourit légèrement à ce souvenir. Reynolds changea de tactique. Ava, savais-tu que ta mère avait refinancé votre maison sans en parler à ton père? Angela commença à objecter, mais la juge Harmon leva la main, attendant de voir comment Ava répondrait. Je ne le savais pas à l'époque, répondit Ava. Mais maman m'en a parlé après qu'on ait trouvé les papiers de papa. Elle a sauvé notre maison quand papa est tombé malade. Elle ne l'a jamais dit à personne, mais elle nous a sauvés. La simple déclaration, prononcée avec une conviction absolue, sembla flotter dans l'air. Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux face à la compréhension simple de sa fille de ce qui s'était passé. Reynolds n'eut plus de questions, et Angela, sagement, garda son réinterrogatoire bref, ne demandant que la relation d'Ethan avec sa mère. Mamie voulait toujours que papa l'appelle et lui rende visite plus souvent, expliqua Ava. Mais parfois, après qu'ils aient parlé, papa était contrarié. Une fois, je l'ai entendu dire à maman que mamie savait exactement comment le faire culpabiliser d'avoir abandonné l'héritage familial, quoi que cela veuille dire. Et comment tes parents semblaient-ils ensemble, surtout ces dernières années? Demanda doucement Angela. Le visage d'Ava s'adoucit. Heureux, la plupart du temps. Ils avaient un signal spécial. Quand l'un d'eux était stressé ou triste, il serrait la main de l'autre 3 fois. Ça voulait dire « je suis là ». Je les voyais le faire tout le temps, surtout quand papa s'inquiétait pour le travail. Ils formaient une équipe. Après qu'Ava se soit retirée, retournant s'asseoir avec Madame Bennett, la juge demanda les plaidoiries finales. Reynolds souligna l'inquiétude maternelle de Diana et mit en doute les actions secrètes de Rachel concernant le refinancement. Angela contra avec une récitation claire des faits juridiques. L'accord post-nuptial était valide, l'hypothèque était principalement au nom de Rachel, et les preuves soutenaient massivement le récit des événements de Rachel. La juge Harmon mit moins de 30 minutes à revenir avec sa décision. Après avoir examiné tous les témoignages et preuves, commença-t-elle, je ne trouve aucune base pour invalider l'accord post-nuptial entre Ethan et Rachel Monroe. Il a été correctement exécuté, attesté par des témoins et notariés. De multiples témoins crédibles ont attesté de l'état mental sain d'Ethan Monroe au moment de la signature. Le visage de Diana se crispa alors que la juge continuait. Concernant le refinancement de la maison familiale, la documentation montre clairement que Rachel Monroe a agi légalement, et de toute évidence, avec l'intention de préserver la résidence familiale pendant une période de difficultés financières. L'hypothèque est légalement à son nom et elle a effectué tous les paiements de manière constante. La juge regarda directement Diana. « Madame Diana Monroe, bien que je compatisse à votre chagrin suite à la perte de votre fils, vos actions en changeant les serrures et en tentant de prendre possession de la propriété étaient légalement injustifiées. La maison appartient légalement à Rachel Monroe. De plus, vos allégations concernant sa personnalité semblent dénuées de fondement, en particulier à la lumière des témoignages de multiples témoins, y compris votre propre petite-fille. » Elle se tourna vers Rachel. « Madame Rachel Monroe, vous avez droit à la restitution immédiate de votre domicile et de tout son contenu. J'émets également une ordonnance restrictive temporaire empêchant Diana et Jocelyn Monroe d'entrer sur la propriété sans votre permission expresse. » D'un dernier coup de marteau, la juge Harmon conclut « Affaire classée ». La salle d'audience éclata en conversation feutrée. Rachel sentit la main d'Angela sur son épaule, la serrant en signe de félicitation, mais ses yeux étaient fixés sur Ava, qui se frayait un chemin à travers la galerie jusqu'à sa mère. « On a gagné ?» demanda Ava, comme si elle avait besoin d'une confirmation. Rachel hocha la tête, serrant sa fille dans une étreinte étroite. « On a gagné. On peut rentrer à la maison. » Par-dessus l'épaule d'Ava, Rachel croisa le regard de Diana, froid, inflexible, promettant que ce n'était pas vraiment fini. Mais pour l'instant, au moins, elles avaient récupéré leur maison. Et à sa manière. Ethan les avait protégées d'outre-tombe. Le serrurier finit d'installer le nouveau verrou de sûreté, tendit à Rachel 2 clés brillantes et rangea ses outils. « Voilà, Madame Monroe. Même le Pentagone ne pourrait pas passer cette serrure sans clé ou sans bélier. » Rachel le remercia, refermant la porte derrière lui alors qu'il partait. Elle se tenait dans l'entrée de sa maison, vraiment sienne à nouveau, et prit une profonde inspiration. 3 jours s'étaient écoulés depuis la décision du tribunal, et elles étaient encore en train de se réinstaller,
effaçant les marques que Diana et Jocelyne avaient laissées pendant leur brève occupation. La maison semblait différente maintenant, chargée à la fois de souvenirs et d'absence. La présence d'Ethan flottait dans chaque coin, sa tasse à café encore dans l'égouttoir, ses lunettes de lecture sur la table d'appoint, ses chaussures près de la porte de derrière. Mais l'espace était aussi irrévocablement changé par ce qui s'était passé depuis sa mort. Maman, appela Ava den Haut. Tu peux m'aider à raccrocher la photo de papa. Rachel monta les escaliers pour trouver Ava dans sa chambre, essayant d'équilibrer une photo de famille encadrée sur un clou qui avait été déplacé pendant les efforts de redécoration de Diana. « Laisse-moi faire », dit Rachel, prenant le lourd cadre et le positionnant soigneusement. La photographie les montrait tous les trois à la plage l'été dernier, plissant les yeux au soleil, les bras les uns autour des autres, ignorant que ce seraient leurs dernières vacances ensemble. « Parfait. » Ava recula, étudiant la photo d'un œil critique. « Je veux mettre plus de photos de papa, » décida-t-elle, partout dans la maison, pour qu'on n'oublie pas à quoi il ressemblait. Rachel sourit doucement, touchée par la détermination de sa fille à préserver la mémoire d'Ethan. « C'est une idée merveilleuse. Nous avons des albums pleins de photos dans le placard. On pourrait créer tout un mur de galeries. » Elles passèrent l'après-midi à trier des années de photographies de famille, sélectionnant leurs préférées pour les encadrer et les exposer. L'activité était à la fois douloureuse et curative. Chaque image, un rappel de ce qu'elles avaient perdu, mais aussi de la belle vie qu'elles avaient partagée. « Regarde celle-là », dit Ava en brandissant une photo d'Ethan lui apprenant à faire du vélo, son visage un mélange de fierté et d'anxiété alors qu'il se préparait à lâcher la selle. « Il avait tellement peur que je tombe. »« Il a toujours été ton protecteur », acquiesça Rachel, même quand tu n'avais plus besoin de protection. Pendant qu'elle travaillait, Rachel fut frappée par la façon dont leur maison revenait progressivement à la normale, ou du moins à une nouvelle version de la normale. Les lourds rideaux floraux de Diana avaient été remplacés par les simples lins de Rachel. Les peintures ostentatoires avaient été enlevées. Les meubles remis à leur place d'origine. Même l'odeur persistante du désodorisant envahissant de Diana s'estompait, remplacée par les odeurs familières de leur propre cuisine et des bougies au bois de santal préférées d'Ethan, que Rachel avait commencé à allumer le soir. La restauration physique de leur maison semblait aller de pair avec leur rétablissement émotionnel. Elles ne tournaient pas la page sur Ethan. Rachel détestait cette expression. Mais elles apprenaient à vivre aux côtés de son absence, à le porter avec elles d'une manière qui honorait plutôt que paralysait. La sonnette retentit alors qu'elle disposait les photos sélectionnées sur la table de la salle à manger. Rachel se tendit instinctivement, s'attendant encore à moitié à voir apparaître Diana malgré l'ordonnance restrictive. « J'y vais », dit-elle à Ava, se dirigeant rapidement vers la porte d'entrée. À travers le judas, elle ne vit pas Diana, mais un livreur tenant un grand arrangement de fleurs. Prudemment, Rachel ouvrit la porte. « Oui, livraison pour Rachel Monroe », dit le jeune homme joyeusement, tendant le bouquet élaboré. Rachel l'accepta avec un merci perplexe, fermant la porte avec sa hanche alors qu'elle portait les fleurs à la cuisine. L'arrangement était cher et de bon goût. Des lys blancs, des hortensias d'un bleu profond et des brins de lavande. Pas du tout le style de Diana. « De qui viennent-elles » demanda Ava, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Rachel trouva la petite enveloppe nichée parmi les fleurs et l'ouvrit. La note à l'intérieur disait simplement « Je pense à vous deux en ces temps difficiles. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir contacté plus tôt. Avec mes plus sincères condoléances. James Monroe. » James Monroe, lut Ava par-dessus son épaule. « C'est qui ?» Rachel sourit faiblement, des souvenirs refaisant surface. « Ton grand-père. Le père d'Ethan. Lui et Diana sont divorcés depuis près de 20 ans. Il vit en Arizona maintenant. »« Je ne l'ai jamais rencontré, » dit Ava en fronçant légèrement les sourcils. « Non, en effet, » confirma Rachel. « Lui et ton père n'étaient pas proches. Diana a obtenu la garde exclusive lors du divorce, et elle a rendu difficile pour James de maintenir une relation avec Ethan. Au moment où ton père est devenu adulte, trop de temps avait passé. Ils échangeaient des cartes d'anniversaire, des appels de Noël, mais pas beaucoup plus. « Est-il venu aux funérailles ?» demanda Ava. Rachel secoua la tête. « Je lui ai envoyé une note concernant la mort d'Ethan, mais je n'ai pas eu de réponse. »
J'ai supposé qu'il ne pouvait pas faire le voyage. Il a dans les 70 ans maintenant, et c'est un long trajet depuis l'Arizona. Tu penses que mamie Diana lui a parlé de l'affaire au tribunal? J'en doute, dit Rachel en arrangeant les fleurs dans un vase. Diana mentionnait rarement James, et quand elle le faisait, ce n'était pas gentiment. Je ne suis pas sûre qu'il se soit parlé depuis des années. Les fleurs apportèrent une luminosité inattendue à la cuisine, un rappel qu'il existait des liens au-delà du cercle immédiat de douleur et de conflits dans lequel elle vivait. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle finissait de dîner, le téléphone de Rachel sonna avec un numéro inconnu. Lasse, elle répondit. Rachel, c'est James Monroe. J'espère que je n'appelle pas à un mauvais moment. Rachel resta momentanément sans voix. En 14 ans de mariage avec Ethan, elle n'avait rencontré James que 2 fois. À leur mariage et lors d'un déjeuner bref et gênant il y a 7 ans, alors qu'il était de passage en ville. Il avait toujours été poli mais distant, un homme qui semblait incertain de sa place dans la vie de son fils. James, réussit-elle finalement à dire. Non, ce n'est rien. Merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. C'est la moindre des choses que je pouvais faire, répondit-il, sa voix rauque de ce qui aurait pu être de l'émotion. Je voulais être aux funérailles, mais ma santé, voyager n'est pas facile ces jours-ci. J'ai tout suivi de loin, cependant. La fille de ma voisine travaille au greffe du comté. Elle m'a parlé de l'affaire au tribunal avec Diana. Rachel se déplaça dans le salon pour plus d'intimité, laissant Ava finir son dîner. Ça a été difficile, admit elle. Diana a toujours été une force de la nature, dit sèchement James. Et pas du genre doux. Plus tornade que brise printanière. Malgré tout, Rachel se surprit à sourire à la description juste. C'est une façon de le dire. Je suis désolée que vous et la petite. Ava, c'est ça? Ayez eu à faire face à elle dans ses pires moments. Diana n'a jamais bien supporté la perte. Quand son père est mort, elle a essayé de contester le testament pour empêcher son frère d'hériter de sa part. Quand son chien bien-aimé est mort, elle a poursuivi le vétérinaire. C'est sa façon de gérer le deuil, trouver quelqu'un à blâmer. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, dit Rachel plus sèchement qu'elle ne l'entendait. Non, certainement pas, acquiesça James. Rien n'excuse de mettre une veuve et un enfant à la porte de leur maison. Je voulais juste que vous sachiez que ce n'est pas personnel. C'est Diana. Elle aurait fait ça à n'importe qui qu'Ethan aurait épousé. La conversation se poursuivit pendant près d'1 heure. James partagea des histoires d'Ethan enfant, des histoires que Rachel n'avait jamais entendues. D'un enfant curieux qui aimait les insectes et construire des forts élaborés. Qui avait une fois monté une agence de détectives dans le garage et enquêté solennellement sur l'affaire du nain de jardin disparu. Diana l'avait jeté parce qu'elle le trouvait de mauvais goût, mais avait dit à Ethan qu'il avait été volé par des voleurs de nains. Il a toujours été si sérieux au sujet de la justice, se souvint James avec tendresse. Même à 8 ans, si quelque chose n'était pas juste, il ne pouvait pas laisser passer. Ça n'a jamais changé, dit doucement Rachel. C'est pourquoi il est devenu comptable, curieusement. Il disait que les chiffres ne mentent jamais. Ils sont soit justes, soit faux, équilibrés ou déséquilibrés. Il aimait cette certitude. Avant de terminer l'appel, James demanda s'il pouvait leur rendre visite un jour. J'aimerais rencontrer ma petite fille correctement. Et rendre hommage à Ethan, même si ce n'est qu'à sa tombe. Rachel se surprit à accepter volontiers. Je pense qu'Ava aimerait ça, et Ethan aussi, malgré tout. Il disait toujours, « Tu as vraiment tiré le mauvais numéro avec Diana. » Après avoir raccroché, Rachel trouva Ava dans la salle à manger, arrangeant soigneusement leurs photos sélectionnées sur le mur selon un motif qu'elle seule comprenait. « C'était vraiment Papy James ?» demanda-t-elle immédiatement. « Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il nous déteste comme mamie ?» Rachel secoua la tête en souriant. « Non, bien au contraire. Il veut nous rendre visite et il m'a raconté des histoires sur ton père quand il avait ton âge. » Les yeux d'Ava s'illuminèrent. « Vraiment? Quel genre d'histoire ?» Alors que Rachel racontait les souvenirs de James, elle sentit quelque chose changer à nouveau dans la maison. Pas un retour à la normale, mais vers un nouvel avenir. Un avenir qui pourrait inclure des liens inattendus et la guérison. Le week-end suivant, elles organisèrent un petit service commémoratif à la maison pour les amis proches et les collègues d'Ethan,
des personnes qui étaient hors de la ville pendant les funérailles ou qui voulaient une façon plus intime de dire au revoir. Rachel avait hésité à organiser ce rassemblement, craignant que ce ne soit trop tôt. Mais Ava avait été enthousiaste. Papa voudrait que les gens se souviennent de lui avec des encas et des histoires, pas seulement des funérailles, avait-elle déclaré avec certitude. Le rassemblement fut petit mais chaleureux. Les collègues d'Ethan du cabinet comptable apportèrent une photo encadrée de lui au pique-nique de l'entreprise, souriant largement alors qu'il brandissait triomphalement le trophée de la course à 3 pattes. Des amis de leur quartier partagèrent des souvenirs de ses légendaires barbecues du 4 juillet et de son coaching patient de l'équipe de football locale des enfants, bien qu'il ne connût presque rien à ce sport. Rachel se déplaçait dans les pièces, acceptant les condoléances, partageant des histoires, sentant la présence d'Ethan dans les rires et les larmes de ceux qui l'avaient connu. C'était un type de deuil différent de la douleur aiguë des funérailles. Un souvenir plus doux, plus communautaire, qui, d'une certaine manière, redonnait à la maison son âme. Elle était dans la cuisine en train de remplir un plateau de petits sandwichs quand Ava apparut à ses côtés, tirant avec insistance sur sa manche. « Maman » murmura-t-elle, son expression alarmée. « Mamie Diana et tante Jocelyne sont là. » Rachel se figea. « Quoi ? Où ? » ?»« À la porte d'entrée. Madame Bennett leur parle, mais mamie essaie sans cesse de regarder par-dessus son épaule dans la maison. » Rachel posa le plateau avec un calme délibéré. L'ordonnance restrictive empêchait Diana d'entrer sur la propriété sans permission, mais elle ne l'empêchait pas de venir à la porte. Légalement, Diana ne pouvait pas être arrêtée à moins d'entrer réellement dans la maison. Prenant une profonde inspiration, Rachel se dirigea vers la porte d'entrée où Madame Bennett était en effet engagée dans ce qui semblait être une manœuvre de blocage, sa petite silhouette positionnée carrément dans l'embrasure de la porte alors que Diana tentait de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je veux juste présenter mes respects », disait Diana. « En tant que mère d'Ethan, j'ai tout à fait le droit d'être à sa commémoration. » L'invitation était assez spécifique, Madame Monroe, répondit fermement Bennett. « Et après ce que vous avez fait, Diana Monroe, vous n'avez droit à rien dans cette maison, y compris à la sympathie. » Rachel posa une main douce sur l'épaule de Madame Bennett. « Tout va bien, Madame Bennett. Je vais m'en occuper. » La vieille femme s'écarta à contre-cœur, lançant un dernier regard noir à Diana avant de retourner au rassemblement. Rachel se tenait dans l'embrasure de la porte, la posture droite, l'expression neutre. Diana était impeccablement vêtue comme toujours, dans une robe bleu marine qui réussissait à transmettre à la fois le deuil et l'autorité. À côté d'elle, Jocelyne avait l'air mal à l'aise, ses yeux allant de sa mère à Rachel. « Diana, accusa reception Rachel Friedman. Jocelyn. »« Nous sommes venus présenter nos respects à mon fils », annonça Diana comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'avis de commémoration était dans le journal. « Oui, je l'ai répondit Rachel. « Pour les amis et collègues d'Ethan, pas pour les gens qui ont essayé de voler sa maison à sa femme et à sa fille. » L'expression de Diana se durcit. « Je suis sa mère. Rien ne changera jamais cela, peu importe ce que dit un juge. » « Personne ne conteste votre lien biologique avec Ethan, » dit Rachel d'un ton égal. « Mais être une mère, c'est plus que de l'ADN. C'est une question de respect, de soutien et d'amour sans condition. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Ethan t'aimait, Diana, malgré tout. Mais il n'aurait pas voulu que tu sois là aujourd'hui. Pas après ce que tu as fait. »« Tu ne sais pas ce qu'il aurait voulu, » lança Diana, le rouge lui montant aux joues. « Tu n'as été mariée avec lui que pendant 14 ans. Je l'ai élevé. J'ai façonné qui il est devenu. »« Oui, tu l'as fait, » acquiesça Rachel, de manière inattendue. « Tu l'as si bien façonné qu'il a passé sa vie d'adulte à s'assurer que tu ne pourrais pas le contrôler, ni les gens qu'il aimait. L'accord post-nuptial n'était pas un accident ni une manipulation, Diana. C'était le choix délibéré d'Ethan, fait parce qu'il savait exactement ce que tu pourrais faire. » Jocelyne s'avança légèrement. « Rachel, s'il te plaît. Nous voulons juste dire au revoir correctement. Ne pouvons-nous pas mettre de côté toute cette laideur pour un après-midi ? Pour le bien d'Ethan ?» Rachel regarda sa belle-sœur, voyant une pointe de chagrin sincère dans ses yeux. Jocelyne avait toujours été plus suiveuse qu'instigatrice,
orbitant autour de sa mère comme une planète incapable de se libérer d'une puissante attraction gravitationnelle. Pendant un instant, Rachel envisagea de céder. Peut-être que leur accorder cette petite concession apporterait une sorte de clôture, permettrait à tout le monde d'aller de l'avant. Mais ensuite, elle se souvint d'être restée sous la pluie avec Ava, enfermés hors de leur propre maison quelques heures seulement après avoir enterré Ethan. Elle se souvint des yeux froids de Diana au tribunal, des mensonges qu'elle avait racontés sur le caractère de Rachel, de la tentative de dépeindre Ethan comme mentalement instable. « Non », dit fermement Rachel. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous avez essayé de nous effacer, mais c'est nous qui avons toujours tenu cette maison ensemble, pas vous. » « Ce n'est pas fini, » dit Diana, sa voix basse et menaçante. « Tu crois qu'une décision de justice change quoi que ce soit ? Ce sera toujours une propriété Monroe. La maison de mon fils. »« C'est ma maison, » corrigea Rachel. « La mienne et celle d'Ava. Et nous n'allons nulle part. » Elle ferma la porte doucement mais fermement, tournant le nouveau verrou de sûreté avec un clic satisfaisant. Quand elle se retourna vers le rassemblement, elle trouva tout le monde faisant semblant de ne pas avoir observé la confrontation. Seule Ava s'approcha immédiatement, son expression un mélange d'inquiétude et de fierté. « Ça va, maman ?» Rachel hocha la tête, surprise de découvrir que c'était vrai. La confrontation ne l'avait pas laissée tremblante ou bouleversée. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement paisible. Tenir tête à Diana calmement, sans rage ni amertume, avait été étonnamment libérateur. « Je vais bien, ma chérie. Mieux que bien, en fait. » La commemoration s'est poursuivie. La brève interruption fut vite oubliée alors que les amis partageaient d'autres histoires, riaient, pleuraient et célébraient la vie d'Ethan. Au moment où le dernier invité partit, la maison semblait à nouveau différente, pleine de souvenirs et de chaleur plutôt que seulement d'absence et de chagrin. Cette nuit-là, après qu'Ava soit allée se coucher, Rachel s'assit dans le salon avec un verre de vin, regardant les photos qu'elles avaient arrangées sur les murs cet après-midi-là. Ethan souriait sur chaque cadre, tenant Ava nouveau-née, coachant au football, construisant un bonhomme de neige, riant à la plage. Une vie bien vécue, bien que trop courte. Je l'ai fait, Ethan, murmura-t-elle à la pièce vide. J'ai protégé notre maison. J'ai tenu tête à ta mère. J'espère que tu serais fier. La maison craqua en guise de réponse. Les bruits familiers d'une structure vieillissante qui était devenue avec le temps non seulement un bâtiment, mais un sanctuaire. Rachel finit son vin et s'apprêtait à monter quand elle remarqua une enveloppe qui avait été glissée sous la porte d'entrée. Fronçant les sourcils, elle traversa la pièce et la ramassa. Pas de timbre, pas de nom, juste une enveloppe blanche unie, hermétiquement scellée. Avec un sentiment croissant de malaise, Rachel l'ouvrit et en retira une seule feuille de papier portant 6 mots dactylographiés. « Cette maison sera toujours à moi. » Elle s'assit lourdement sur les escaliers, le papier tremblant légèrement dans sa main. Le message d'adieu de Diana, délivré après la confrontation à la porte, était clair dans sa simplicité menaçante. La bataille juridique était terminée, mais la guerre émotionnelle continuait. Le premier instinct de Rachel fut la peur, pour elle-même, pour Ava, pour la paix fragile qu'elles essayaient de reconstruire. Son second fut la colère, une bouffée d'indignation que Diana continue à les harceler même après la décision du tribunal. Mais alors qu'elle était assise sur les escaliers, les photographies d'Ethan la regardant depuis les murs, une émotion différente émergea, la pitié. Diana Monroe, malgré toute sa richesse et son statut, était une femme profondément malheureuse, incapable d'accepter la perte ou de renoncer au contrôle. Même dans le deuil, elle ne pouvait s'exprimer que par des menaces et des manipulations. Quelle existence solitaire cela devait être. Rachel plia soigneusement la note et la remit dans l'enveloppe. Demain, elle contacterait Angela pour une ordonnance restrictive plus permanente. Pour ce soir, cependant, elle ne laisserait pas l'amertume de Diana souiller davantage leur maison. En montant les escaliers, elle s'arrêta à la porte entr'ouverte d'Ava, jetant un coup d'œil pour vérifier sa fille. Ava dormait, un bras enroulé autour de Chamallow, le chat en peluche récemment récupéré qui était son compagnon constant depuis des années. Sur sa table de nuit se trouvait une photo encadrée d'Ethan, positionnée de manière à ce que ce soit la première chose qu'elle voit chaque matin. Malgré tout, la perte, la trahison, les menaces, elles reprenaient leur vie en main. Une pièce, un souvenir, un jour à la fois. Et dans cette reconquête,
Rachel trouva une force qu'elle ne savait pas posséder. 3 semaines après le service commémoratif, Rachel triait des cartons dans le bureau d'Ethan, une tâche qu'elle évitait depuis sa mort. Chaque tiroir, chaque dossier, chaque trombone semblait contenir un écho de lui, rendant le processus à la fois précieux et douloureux. Elle s'était promis de s'attaquer à un carton par jour, une approche gérable face à la tâche écrasante de décider quoi garder, quoi ranger, quoi laisser partir. Le carton d'aujourd'hui, étiqueté simplement « divers » de l'écriture précise d'Ethan, contenait un assortiment étrange d'objets, de vieilles cartes de visite, des cordons de badge de conférence, une montre cassée qu'il avait inexplicablement gardée, et au fond, un carnet relié en cuir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le carnet était bien usé, sa couverture rayée et délavée par des années de manipulation. En l'ouvrant avec précaution, Rachel découvrit qu'il s'agissait d'un journal de jardinage rempli de l'écriture soignée d'Ethan et de croquis détaillés de plans de plantation, de parterres de fleurs et de potagers. Elle ne savait pas qu'Ethan tenait un tel journal. Le jardinage avait été un passe-temps occasionnel pour lui, quelque chose auquel il s'adonnait le week-end. Un plant de tomates par-ci, un rosier par-là. Rien qui ne suggérât la planification minutieuse et la vision artistique exposée dans ces pages. En tournant les pages, elle remarqua que les entrées les plus récentes, datant de quelques semaines seulement avant sa mort, décrivaient des plans pour un jardin d'enfants, plus précisément un jardin pour Ava. Il y avait des croquis de plates-bandes surélevées en forme d'animaux, un petit étang avec des nénuphars, un jardin à papillons avec des plantes soigneusement sélectionnées pour attirer les monarques et les macaons. La dernière page contenait une liste intitulée « Plantes pour le jardin d'Ava », chaque élément étant soigneusement annoté. Et y est d'Inde pour la protection et pour éloigner les parasites, tout comme l'amour d'une mère protège son enfant. Romarin pour le souvenir, afin qu'elle n'oublie jamais d'où elle vient. Tournesol pour lui rappeler de toujours tourner son visage vers la lumière. Lavande pour la paix pendant les moments difficiles. Fraise parce que chaque enfant mérite de la douceur dans sa vie. Rachel passa ses doigts sur les mots, les larmes brouillant sa vision. C'était le projet secret d'Ethan. Un jardin qu'ils prévoyaient de créer pour leur fille. Chaque plante choisie avec une signification symbolique. Chaque élément de conception conçu pour apporter joie et apprentissage. « Maman » appela la voix d'Ava d'en bas. « Tu peux m'aider avec ce problème de maths ?»« J'arrive » répondit Rachel, marquant soigneusement sa page dans le journal avant de descendre. Ce soir-là, après qu'Ava soit allée se coucher, Rachel retourna au journal de jardinage, lisant chaque entrée du début à la fin. C'était comme découvrir une nouvelle facette d'Ethan, ses observations sur le pH du sol, son excitation d'avoir réussi à cultiver des tomates anciennes, sa frustration lorsque les cerfs avaient mangé ses hostas préférés. Au petit-déjeuner le lendemain matin, elle montra le journal à Ava. « Regarde ce que j'ai trouvé dans les affaires de papa. » Ava feuilleta les pages avec un émerveillement croissant. Papa allait me faire un jardin spécial avec un étang et tout. Apparemment, oui, sourit Rachel. Ça allait être une surprise. Ava traça du doigt le croquis du jardin à papillons. On peut toujours le faire, exactement comme il l'avait prévu. La question flotta dans l'air, pleine d'espoir et de possibilités. Rachel réalisa que, pendant toutes les semaines écoulées depuis la mort d'Ethan, au milieu des batailles juridiques et des bouleversements émotionnels, elle n'avait pas beaucoup parlé de créer de nouvelles choses, seulement de préserver ce qui existait déjà. Oui, décida-t-elle. Nous pouvons le faire ensemble. Dès que le sol sera suffisamment réchauffé pour planter. Le projet leur donna quelque chose à attendre avec impatience, une façon d'honorer Ethan qui semblait active plutôt que passive. Elles passèrent des soirées à étudier le journal, à apprendre sur les plantes qu'il avait sélectionnées, à rechercher ce qui pousserait le mieux dans leur climat et leur sol. Au début du printemps, elles étaient prêtes à commencer. Rachel dégagea une section du jardin arrière conformément au plan d'Ethan, et ensemble, elle et Ava délimitèrent les plates-bandes avec des piquets et de la ficelle. Elles achetèrent des plans, des amendements pour le sol et les matériaux pour un petit étang, investissant dans la vision d'Ethan avec une ferveur qui leur donnait presque l'impression de l'avoir avec elle. Un samedi chaud d'avril, alors qu'elle se préparait à planter la première plate-bande, celle en forme de lapin, Ava s'arrêta, tenant un plan d'œillet d'Inde dans ses mains couvertes de terre. « Maman, tu te souviens de cette note ? La note effrayante de mamie ?» Rachel hocha la tête, surprise par cette référence soudaine. Elle n'avait pas parlé du message menaçant de Diana depuis des semaines.
Après avoir consulté Angela, Rachel avait déposé une plainte à la police documentant le harcèlement, mais il n'y avait eu aucun autre contact de la part de Diana ou de Jocelyn. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Demanda prudentment Rachel. Ava parrot pensive. Je peux la brûler? La demande prit Rachel au dépourvu. La brûler? Pourquoi? Dans les films, quand les gens veulent se débarrasser de mauvais souvenirs ou de malédictions, ou quoi que ce soit, ils brûlent la chose qui cause le problème. Ava haussa les épaules, essayant de paraître décontractée, bien que son expression restât intense. J'ai pensé que si on brûlait la note de mamie, ce serait comme dire qu'on n'a plus peur d'elle. Rachel réfléchit à l'idée. Elle avait gardé la note comme preuve, mais peut-être que son but avait été atteint. Peut-être y avait-il une valeur dans le rituel qu'Ava proposait. Un rejet symbolique des tentatives continues de Diana de revendiquer la propriété de leur vie. J'ai une meilleure idée, dit Rachel après un moment. Plantons-la. La planté. Le front d'Ava se plissa de confusion. Oui, juste ici, sous les œillets d'Inde. Rachel désigna le centre de la plate-bande en forme de lapin. Ton père a écrit que les œillets d'Inde sont pour la protection, tu te souviens? Alors, nous mettrons la note sous eux, et à mesure que les racines pousseront, elles finiront par décomposer le papier. Transformer quelque chose de laid en quelque chose qui nourrit la beauté. Le visage d'Ava s'illumina. C'est parfait. Rachel récupéra la note de son tiroir de bureau où elle avait été soigneusement conservée dans une pochette en plastique. Ensemble, elles creusèrent un petit trou au centre de la plate-bande, placèrent l'enveloppe encore scellée à l'intérieur et la recouvrirent de terre avant de planter un cercle d'œillets d'Inde orange vif par-dessus. « Prends ça, mamie », murmura Ava au sol, tapotant fermement la terre autour du dernier plan. Au cours des semaines suivantes, le jardin prit forme selon les plans d'Ethan. La plate-bande en forme de lapin prospéra avec des œillets d'Inde et des fraises. Le jardin à papillons, en forme d'une aile géante, se remplit de lavande, d'échinacées et de buddleia. Le petit étang, bien que moins ambitieux que le projet original d'Ethan, réussit tout de même à attirer des grenouilles et des libellules quelques jours après avoir été rempli. Rachel se surprit à éprouver une curieuse sorte de double deuil pendant qu'elle travaillait. Le chagrin qu'Ethan ne soit pas là pour voir sa vision se réaliser, mêlé à la gratitude pour ce dernier cadeau qu'il leur avait laissé. Ce projet qui donnait un but et de la joie à leur guérison. Le jardin devint un mémorial vivant, plus vibrant et évolutif que n'importe quelle stèle de pierre ne pourrait l'être. Les voisins s'arrêtaient pour l'admirer, partageant souvent leurs propres souvenirs d'Ethan en parcourant les sentiers sinueux entre les plates-bandes. Même Madame Bennett, qui utilisait maintenant une canne à cause de l'arthrite, rendait des visites quotidiennes pour vérifier la progression des légumes et signaler les observations de papillons. Alors que le printemps se transformait en été, Rachel découvrit que d'autres domaines de sa vie commençaient également à s'épanouir. Elle avait contacté avec hésitation ses anciens contacts dans le design, offrant ses services pour des projets en freelance. À sa surprise, plusieurs répondirent immédiatement avec des offres d'emploi, impressionnés par le portfolio qu'elle avait maintenu même pendant ses années consacrées à sa famille. Travaillant depuis l'ancien bureau d'Ethan, maintenant transformé avec ses planches de tendance et ses échantillons de tissu, bien que ses photos soient restées sur les murs, Rachel se redécouvrit une passion qui était restée en sommeil, mais jamais vraiment oubliée. Le travail était stimulant et créatif, un contrepoint bienvenu aux exigences pratiques de la monoparentalité et de l'entretien de la maison. Ava, elle aussi, semblait trouver son chemin. Le chagrin brut initial s'était adouci en une sorte de souvenir mélancolique. Elle parlait encore d'Ethan quotidiennement, gardait toujours sa photo près de son lit. Mais elle riait aussi plus facilement, s'engageait plus pleinement avec ses amis et développa un intérêt passionné pour le jardinage qui aurait ravi son père. James Monroe leur rendit visite en juillet, un homme légèrement voûté avec les yeux d'Ethan et un sourire hésitant. La rencontre fut initialement gênante. Trop d'années s'étaient écoulées. Trop de mots non dits. Mais l'enthousiasme d'Ava à lui montrer le jardin brisa la glace. À la fin de son séjour de 3 jours, un lien fragile s'était formé, construit sur des souvenirs partagés d'Ethan et un désir mutuel de créer des liens familiaux plutôt que de les rompre. « Vous avez construit quelque chose de remarquable ici », dit James à Rachel lors de sa dernière soirée, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder Ava photographier un papillon monarque qui s'était posé sur sa lavande. Pas seulement le jardin. Cette maison, cette vie pour Ava.
Ethan serait fier. Rachel hocha la tête, acceptant le compliment avec un merci discret. Elle avait cessé de qualifier son chagrin, cessé de mesurer son rétablissement par rapport à un calendrier imaginaire. Certains jours étaient encore incroyablement difficiles. D'autres apportaient des moments de joie inattendus. Tous, apprenait-elle, faisaient partie du même voyage. Non pas loin de la perte, mais à travers elle. En août, une lettre recommandée arriva d'un avocat que Rachel ne reconnaissait pas. À l'intérieur se trouvait une notification officielle que Diana Monroe avait déménagé en Floride de façon permanente et renonçait à toute réclamation ultérieure concernant la succession d'Ethan, dans l'intérêt de l'harmonie familiale et de la clôture. La capitulation soudaine était surprenante mais pas entièrement inattendue. James avait mentionné lors de sa visite que la sœur de Diana vivait en Floride et l'exhortait à déménager depuis des années. Peut-être que la distance avait donné à Diana une nouvelle perspective, ou peut-être avait-elle simplement trouvé un nouveau centre d'intérêt pour ses tendances manipulatrices. Quelle qu'en soit la raison, la lettre marquait la fin d'un chapitre. Rachel la classa sans émotion, ni soulagée ni vengée. Diana était devenue avec le temps moins une menace imminente qu'une triste note de bas de page à leur histoire. Une femme qui avait choisi l'amertume plutôt que la guérison, le contrôle plutôt que la connexion. En septembre, alors que l'été s'estompait et que le jardin commençait sa transition vers l'automne, Rachel et Ava organisèrent un petit rassemblement pour célébrer ce qui aurait été le 43e anniversaire d'Ethan. Amis et voisins apportèrent des plats à partager, et ils mangèrent à des tables dressées le long des sentiers du jardin, entourés des fruits de leur labeur, à la fois littéraux et métaphoriques. Au crépuscule, Madame Bennett leva son verre pour porter un toast. À Ethan, qui a semé des graines d'amour qui continuent de grandir. À Ethan, répéta le groupe, les verres levés vers le ciel qui s'assombrissait. Plus tard, après le départ des invités et qu'Ava soit allée se coucher, Rachel s'assit seule dans le jardin, écoutant le chœur des criquets et le doux clapotis des grenouilles dans l'étang. Une lune presque pleine illuminait les parterres de fleurs, transformant les œillets d'Inde en argent et projetant de longues ombres sur l'herbe. Dans ce moment paisible, Rachel sentit l'absence d'Ethan non pas comme une douleur aiguë, mais comme une douce conscience, comme une chanson familière jouant dans une autre pièce, distante mais reconnaissable. Il était parti, et pourtant, d'une certaine manière, toujours présent dans chaque fleur, chaque poutre de la maison, chaque rire des lèvres d'Ava. La note menaçante, enterrée des mois auparavant sous les œillets d'Inde, avait depuis longtemps commencé sa transformation, se décomposant, devenant partie intégrante du sol qui nourrissait les fleurs vibrantes au-dessus. La tentative de Diana de revendiquer la propriété avait été absorbée et transmutée. Tout comme leur chagrin se transformait lentement en autre chose. Pas le bonheur, pas exactement, mais une sorte de paix. La compréhension que l'amour, une fois planté, continue de grandir de manière visible et invisible. Rachel se leva et s'étira, prête à rentrer à l'intérieur, dans la maison qui était vraiment la sienne. Non pas à cause de documents légaux ou de décisions de justice, mais parce qu'elle s'était battue pour elle, l'avait nourrie, l'avait remplie de souvenirs, anciens et nouveaux. La maison ferait toujours partie d'Ethan, mais elle devenait aussi quelque chose de plus. Un lieu de guérison, de croissance, de beauté inattendue jaillissant du sol de la perte. Alors qu'elle se tournait vers la porte arrière, quelque chose attira son attention. Un éclair de mouvement près du jardin à papillons. Probablement juste un papillon de nuit tardif, pensa-t-elle. Ou peut-être, si elle voulait y croire, comme Ethan l'aurait pu, c'était quelque chose de plus, une visite, une bénédiction, un rappel que même dans l'absence, l'amour demeure. Quoi qu'il en soit, Rachel sourit en entrant dans sa maison, verrouillant solidement la porte derrière elle. Quoi que demain puisse apporter joie ou chagrin, défi ou répit, elle était prête à y faire face, solidement ancrée dans la vie qu'elle et Ethan avaient construite, la vie qu'elle continuait de nourrir seule. Elle n'avait pas besoin de vengeance contre Diana. Elle avait la paix, celle que l'on ne gagne que lorsqu'on protège son enfant, sa vérité et son nom. Celle qui pousse comme des œillets d'Inde dans le sol le plus inattendu, se tournant toujours vers la lumière. Que auriez-vous fait à la place de Rachel ? Vous seriez-vous battu aussi férocement pour votre maison et votre dignité ? Ou auriez-vous choisi une autre voie ? Réfléchissez à ce que vous diriez à quelqu'un confronté à une trahison similaire de la part de membres de sa famille pendant une période de deuil. Si cette histoire a résonné en vous, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Rachel a planté des œillets d'Inde par-dessus la note menaçante de Diana, transformant quelque chose destiné à nuire en nourriture pour la beauté et la croissance. À bien des égards, c'est la métaphore parfaite de la façon dont nous pourrions aborder les chapitres douloureux de nos propres vies. Nous ne pouvons pas toujours empêcher la trahison ou la perte. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent dans nos moments les plus vulnérables. Mais nous pouvons décider quoi faire de ces expériences, les laisser empoisonner notre avenir ou les utiliser comme engrais pour quelque chose de nouveau et de beau. Dans le jardin de la vie, nous sommes à la fois les planteurs et les plantes, capables de pousser à travers le béton, de fleurir dans des endroits improbables et de nous tourner vers la lumière même après les tempêtes les plus sombres. Puissiez-vous trouver la force de protéger ce qui compte, la sagesse de vous préparer à l'inattendu et la grâce de planter des œillets d'Inde sur tout ce qui menace votre paix. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que les plus beaux jardins poussent souvent sur les sols les plus difficiles.